Eh bien bonjour à tous, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en langage C++ et on attaque enfin le gros morceau que je voulais entamer depuis longtemps, c'est la programmation orientée objet, qui est pour moi la meilleure façon de programmer, du moins la plus amusante, la plus logique je trouve, et la plus lisible surtout. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la programmation orientée objet? C'est un paradigme en programmation qui va vous permettre de représenter des objets matériels ou non physiques, physiques ou non physiques, en programmation. D'accord? Par exemple, je veux représenter une voiture, et ben je pourrais le représenter d'une manière claire et précise. Donc, je pourrais représenter ce que contient une voiture, donc une couleur, un moteur, le modèle des vitres, la marque, la vitesse maximum, tout ça. Donc tous ces attributs, et je pourrais aussi lui définir son comportement, par exemple. Rouler, ouvrir les fenêtres, je ne sais pas moi, embrayer, tout ça. On pourra le définir ça, comme on pourra le définir comme on le souhaite. Alors, en C, il y a quelque chose qui se rapprochait de la programmation orientée objet, c'était un autre paradigme qui était la programmation structurelle. C'était, par exemple, on va reprendre l'exemple de la voiture, d'accord? On définissait une structure, hop, voiture, d'accord? On définissait une structure voiture, qui avait, par exemple, j'avais dit une marque, c'est ça? Une marque, par exemple, ah là là, qui avait une marque, qui avait, qu'est-ce que je prenais, une vitesse maximum, speed max, voilà, et qui pouvait, par exemple, on va définir un comportement qui est rouler, d'accord, et rouler, prenez en paramètre quoi, une voiture, on va mettre un pointeur, c'est toujours mieux, et par exemple, bien, la voiture, voilà, elle roule, d'accord. Donc là, c'est comme ça qu'on définissait ce qu'on appelait une structure, qui est en POO, programmation orientée objet, une classe, hein, un objet. Par exemple, on définissait notre voiture V, voilà, on lui mettait... Alors, je ne sais pas si je l'avais montré, il me semble qu'on pouvait définir les structures comme ceci. Marque, on va mettre Ford, voilà, et Speed Max, on va mettre, on s'en fout, 100 km/h, c'est rien du tout, mais voilà. Et ensuite, on appelait des fonctionnalités comme cela. Ça marche ça? Voilà. Donc là, ça fonctionnait. Ensuite, la voiture roulait. Et on avait plusieurs fonctions comme ça, on devait passer en paramètre l'objet, enfin la structure qu'on voulait mettre. Voilà. Bon, une structure, c'est pas... Voilà, c'est proche de l'orienté objet en soi, disons de manière basique. On verra qu'en orienté objet, par rapport aux prochaines vidéos, sa vraie utilité. Et là, je parle évidemment de l'héritage et tout ce qui s'en rapporte. Et de l'encapsulation des données. Ça, on verra dans d'autres vidéos. Là, on va vraiment voir ce que c'est une classe de base, que c'est la programmation orientée objet. Donc voilà comment on crée des structures, qu'on représentait les données avant. Si on voulait représenter un objet, une bouteille, la liberté en programmation, ben on faisait comme ceci. Ok. Voilà. Et bien, en programmation orientée objet, ce n'est pas si différent. Alors, je vais juste tester un petit truc. Parce que je suis juste intrigué de quelque chose. Je juste tester. Voilà, ça va bien. Une nouveauté, c'est longtemps que je n'avais plus essayé ceci, et je vais oublier d'en prendre note. Une des nouveautés aussi du C++, c'est qu'on peut faire l'orienté objet avec des structures. On verra que classiquement, on ne le fait pas avec des structures, mais avec le mot-clé classe. On verra ça juste après. Alors, voiture. On va créer une voiture V qui possède une marque Toyota, cette fois-ci, et une vitesse max. On est à 56, on s'en fiche. Et là, il y a un truc que j'ai fait. C'est que je lui ai mis une fonction, carrément dans sa définition.
Eh bien, c'est une nouveauté du C++. Vous ne pouvez pas faire ça en C, à moins de mettre un pointeur de fonction et ensuite de l'affilier avec une autre fonction par après. En C, vous deviez faire comme cela. Eh bien, en C++, pas du tout. Enfin, vous pouvez le faire, mais en C++, vous pouvez créer des classes qui sont des structures. Et une classe qui est une structure en C++, c'est une classe, donc un plan de conception d'objets, une structure, dont chacun des éléments, donc ceci et ceci sont des attributs, d'accord, et ceci est une méthode. Tout ceci peut être accessible partout dans le programme, du moment où on a l'objet qu'on a créé voiture. Donc, si vous voulez accéder à la marque d'une voiture, bah, comme structure, vous faites v.marque, ça ne change pas, ou v.speedmax, et bien c'est pareil pour les fonctions, v.rouler. Logiquement, ça devrait fonctionner. Voilà. Et on a notre... Et on voit... on a bien affiché la bonne marque. Et pareil, vous voyez, dans la vidéo d'avant, on utilisait les string.size et tout ça, bah c'est pareil. Enfin, sauf que ce n'est pas dans des structures, c'est dans des classes. On l'appelait VV, on va faire... on va créer une marque qui s'appelle Jean. Pourquoi pas, après tout. Hop, voilà. Voilà. Et vous voyez que ça fonctionne. On n'est pas obligé de mettre notre objet en paramètre, il va directement le mettre implicitement. D'accord. Alors, il me semble que avec les structures, on ne fait jamais d'objet. Hein, d'accord. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer tout ce qui existe pour l'entité objet. Si on veut, il me semble que c'est comme ceci, la syntaxe. Voilà. Si on veut définir en dehors de la structure ces fonctionnalités, ben on peut la déclarer et ensuite dire accord, je veux que ça accède à la structure voiture pour définir sa fonction roulée, sa méthode roulée. Voilà. Et ça fonctionne. Soit vous le faites à l'intérieur, soit vous le faites à l'extérieur. En général, vous mettrez la structure dans un point HPP cette fois-ci, ou H comme vous voulez, comme on a vu auparavant dans la programmation modulaire. Et ensuite, les définitions, vous les mettrez dans un point CPP. D'accord? Voilà. Donc vous avez toujours cet opérateur de portée pour dire à quelle méthode vous accédez, à quelle fonction ou méthode vous accédez. Voilà. Donc ceci, c'est une structure orientée objet, qui n'est autre qu'une classe totalement publique, c'est-à-dire que vous pourrez accéder aux éléments partout. Mais ça, on verra dans l'encapsulation. Donc une structure, retenez juste, c'est une classe publique, totalement publique. Ok, donc voilà, donc vous pouvez en mettre plusieurs, hein, des méthodes. Hein. Ça ne vous empêche pas. Je vais juste tester un truc avec les structures. Ceci ne devrait pas marcher. Non, ceci ne devrait pas marcher. Alors je teste en même temps que vous, mais je ne fais jamais des structures comme ceci. Hop. Voilà, donc il est impossible de créer ce qu'on appelle des constructeurs. Ça, on verra après. Donc voilà, donc les structures, voilà jusqu'où vous pouvez aller avec. C'est pas trop mal, mais on va faire beaucoup mieux, et c'est là que ça va devenir intéressant. Ok, les structures, vous oubliez, on ne les utilisera plus. Enfin, moi je l'utilise plus du moins. Quand je regarde du code C++, je ne vois que des classes. Alors, on veut faire pareil, on veut créer une classe voiture. D'accord. On utilise le mot-clé classe. D'accord. On lui met un nom, c'est comme avec une structure. Voiture, voilà. On ouvre des accolades, on n'oublie pas le point virgule. Comme d'habitude. Lorsque vous créez, c'est pas comme une structure, vous ne serez pas obligé de mettre classe voiture. V par exemple. Vous mettrez juste voiture. C'est pareil avec les structures en C++, mais pas en C. Vous ne serez plus obligé de mettre le mot-clé struct. Okay. Voilà. Donc on crée une classe voiture. Alors, on va lui mettre ses attributs, comme on a fait auparavant. Mais cette fois-ci, je suis en C++, je vais utiliser des strings. On a une marque et une vitesse maximale que je vais mettre en float. Speed max. Là. Et j'avais ma méthode, d'accord? C'est une méthode. Une méthode est une fonction qui est affiliée à un objet. Et là, c'est un objet qu'on va créer une classe, un plan de conception. On avait
méthode roulée. Je décide de la déclarer en dehors de la structure, sans oublier l'opérateur de portée et de dire vers quel objet, vers quelle classe je me rapporte. Alors, j'ai oublié de mettre le type. Hop, voilà. Roule à %. Ah oui, mais non, c'est plus, on va plus mettre de printf, ça ne sert plus à rien. On va y aller à coup de cout, on va afficher la marque. Et on va aussi afficher la vitesse max. Et vous voyez, il n'y a même pas besoin de mettre l'objet auquel on se rapporte, il va directement le chercher lui-même. Et lorsque vous appellerez marque et spin max, eh bien il va directement le chercher dans l'objet qui va appeler rouler. Et ça c'est bien. Il y a beaucoup moins d'efforts à faire. Donc là on crée. Donc là c'est comme tout à l'heure. Sauf que. On va ici rouler, on va dire v-marque. Non pas 5, c'est Toyota v.speedmax égale à 6.7, on s'en fiche. Hein. Là il va y avoir un petit problème. Voilà. Il dit ok, marque est un membre privé de voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, ici, tous ces éléments-là, contrairement à votre structure, ils sont privés, totalement privés. C'est-à-dire, on verra ça plus en détail dans une autre vidéo, c'est-à-dire que tous ces éléments-là, vous ne pourrez pas y accéder en dehors des définitions de méthodes qui se rapportent à la classe. Vous pourrez les utiliser, ceci, parce que ça se rapporte, tout ce code-là se rapporte à votre voiture, mais ce code-là ne se rapporte pas directement en voiture, il se rapporte de la fonction main, d'accord? Vous utilisez les attributs ou les méthodes de votre objet V en dehors des définitions de votre classe. Et ça, il n'aime pas. Tout ceci est privé. Ici, on va dire, d'accord, tout ceci, je veux que tu le mettes en public pour que tout le code puisse y accéder. Mais on verra, public, on verra plus tard, d'accord, ce que c'est vraiment public, private, protected, l'héritage privé, protégé, et public aussi, mais ça on verra plus tard. Ici, retenez juste, on va juste tout mettre en public, d'accord, pour qu'on puisse y accéder partout dans notre programme. Et là, ça fonctionne. Oups. Allez, j'appuie sur la mauvaise touche, voilà, et là, Toyota 6.7. Voilà. Alors, et là, on peut se dire, oui, on ne doit pas mettre notre objet ici, d'accord. Il va chercher directement dans l'objet affilié. Mais si je veux mettre par exemple, imaginons, on peut mettre une variable qui s'appelle speedmax ici. Eh bien, on va le déclarer ici, float. Voilà. Ah, ça sert à rien ici évidemment. Qu'est-ce qu'il va faire? Si à votre avis, qu'est-ce qu'il va afficher? Je vais faire ce truc. Voilà. Eh bien, il affiche 3.14. Pourquoi? Parce qu'il va dire, ok, je vais chercher speedmax. Speedmax, est-ce une variable locale? Eh bien oui. Elle est envoyée par paramètre. Il aurait pris aussi une variable qui aurait été appelée speedmax si elle avait été déclarée là. Mais s'il n'y avait pas eu cette variable-là, comme ici on a variable marque qui n'est pas déclarée localement, ici ou là, eh bien il va se dire, d'accord, bah je vais regarder si elle ne fait pas partie des attributs de ma classe. Eh bien effectivement, du coup, elle va aller chercher cette variable-là. D'accord. Mais si je veux accéder à mon speedmax, mais de mon objet, pas de mon paramètre ici, pas d'une variable locale, on utilise ce qu'on appelle le pointeur des. Ceci. Ceci est un pointeur qui fait référence à l'objet qui appelle la méthode rouler, c'est-à-dire à notre voiture. Ceci est l'adresse de notre voiture. D'accord. Et du coup, c'est une adresse, c'est un pointeur. Pour accéder à ces éléments, on fait une petite flèche. Et là, il n'y a plus d'ambiguïté par rapport à ceci. Ici, on dit bien, prends le speedmax de l'objet voiture courant, et pas le speedmax local. Et si on voulait afficher juste le speedmax local, on fait comme ceci. Et là, il affichera bien les deux. Voilà, 3.14 et le 6.7. Le pointeur 10 est très important. Alors, maintenant, on sait avec les structures, ce qu'on aimait bien faire, c'est créer par exemple,
une fonction qui s'appelait create voiture, ok, et on mettait par exemple la marque et la vitesse ici. On crée par une allocation dynamique et on le retournait. D'accord, on crée une fonction qui permettait de créer une voiture. Et bien ici, il y a ce qu'on appelle les constructeurs. Et ça, c'est génial. Un constructeur, c'est quoi? Ben, c'est pareil, c'est une fonction, une méthode qui va permettre de créer un objet. Et dans notre cas ici, c'est notre objet voiture. On va créer un constructeur qui s'appelle voiture. Et ce constructeur-ci, il va prendre une marque, et il va, un string, et il va prendre une speed max, ok. Vous choisissez les noms, évidemment. Hop. Et on va le définir juste en dessous. Voilà. Il n'a pas de type prédéfini de retour. Hein. Le type, c'est le type voiture. Mais il n'y a pas besoin de le préciser. Mais toujours faire référence au bon objet avec l'opérateur de portée. Ok, donc là, on va créer un constructeur. On va voir juste après à quoi ça sert vraiment en pratique. Ok, donc cette fonction-là, cette méthode-là va permettre de construire une voiture. C'est une méthode, on peut accéder justement à l'objet créé en mettant 10 flèche marque est égal à la marque que j'ai mis en paramètre. Et on va faire pareil pour le speed max. Et voici. Et il n'y a pas besoin de retourner. Il retourne tout seul. Regardez. Donc il n'y a plus besoin de mettre ça. Voiture V. Pour le créer, l'objet, vous faites comme ceci. Vous mettez des parenthèses. Et vous mettez par exemple la marque. On va rester sur Toyota. Et la vitesse maximum. Et voilà. On va du coup réafficher. Marque. On n'est pas obligé de mettre le 10 ici. Mais bon, moi je préfère le mettre, comme ça je sais vraiment à quoi appartient, à qui appartient la variable. On va enlever ceci, ça ne sert plus à rien, c'était juste pour l'exemple. Voilà. Oui. Hop. Et voilà. Et là on a créé un objet. Tranquillement. Alors en général les objets, on aime bien les créer en allocation dynamique. On dit V est un pointeur, on va l'allouer, on va dire que V est une nouvelle voiture. Et on fait comme ceci. Et on n'oublie pas du coup de mettre une flèche vu que c'est un pointeur et un delete pour le désallouer. Et voilà, ça marche aussi. Ok. Vous pouvez avoir plusieurs constructeurs. Je crois pas que la surcharge de méthode ce sera pour la prochaine fois, mais ici on va quand même regarder le fait qu'on puisse mettre plusieurs constructeurs. Je regarde juste parce que... Attribut. Je n'en parle pas ici. Je vais en parler juste après. Du coup, on va voir qu'on peut mettre plusieurs constructeurs. On va mettre un constructeur qu'on appelle par défaut, qui est ce constructeur-là, qui ne prend aucun paramètre. Et du coup, vous pouvez définir un comportement par défaut. Donc quand l'utilisateur n'a pas forcément envie de construire l'objet avec des arguments, bah vous faites ce petit constructeur. Eh bien, pourquoi pas appeler directement le constructeur précédent. On va créer une marque de base, on va mettre Mazda, avec une vitesse de base. Alors la syntaxe, j'ai toujours un peu de mal avec ça, j'espère que c'est bon. C'est pas bon. Syntaxes sont très spéciales, mais je me demande... Ouais. Et oui. On n'aime pas ici, tout simplement. C'est pas comme ça que je vais le faire. Bon, je vais vous expliquer après vraiment ce que je fais ici. Mazda. Hop. Il n'aime pas comme ceci, donc on ne peut pas faire appel à d'autres constructeurs. C'est un truc que je ne fais jamais non plus, mais je voulais savoir quand même. Ah, c'est du C++11, ok. Moi je suis pas en C++11, du coup ça va pas l'accepter. Du coup, ce qu'on va faire, c'est définir nous-mêmes la marque. Par exemple, on peut mettre marque inconnue. Et la speed max,
fois 0, par exemple. Et du coup, un constructeur par défaut s'appelle comme ceci. Ah, pourquoi est-ce que... Ah, j'ai encore fait une erreur, mais qu'est-ce qui... Ah oui, il y a des 2 points. Je vous explique ce que c'est le 2 points, c'est assez important ça. Hop, et voilà, no 0, ça fonctionne. Et si ce n'est pas un pointeur, vous faites comme ceci, et vous n'ouvrez pas les parenthèses, sinon ça fera une erreur. Et là, il se construira par défaut. Voilà. Vous avez aussi le constructeur de copie, qui est généré automatiquement. C'est un constructeur de clonage, en gros. On va créer un nouveau véhicule, qui va être une copie de V. vh.rouler. Et voilà, il se copie. C'est une copie. Vous modifierez VH, ça ne modifiera pas V. D'accord. Vous pouvez le définir vous-même, et un constructeur de copie se définit comme ceci. Il prend en paramètre une variable constante de type, du même type que la classe que vous venez de créer, et c'est une référence. On va l'appeler CP pour copie. Et ensuite, dedans, vous faites votre copie, automatiquement cette fois-ci. Enfin, manuellement, pardon. Mais il est créé de base si vous ne le mentionnez pas. Mais si vous voulez tout contrôler, évidemment, il faut que vous le créez vous-même. CP. Point. Parce que c'est une référence, c'est pas... on n'utilise pas la syntaxe classique des pointeurs. Point marque s de speed max est égal à cp.speed max, par exemple. Et là, ça donnera pareil. Voilà. Donc là, 3 types de constructeurs différents. Par défaut, le classique et le par copie. Alors des classiques aussi, vous pouvez en faire beaucoup d'autres. Hein. Vous pouvez même en faire un qui dit que vous ne voulez mentionner que la marque, par exemple. Pourquoi pas? Ça s'appelle la surcharge. On va surcharger une fonction, mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. C'est très intéressant. Un truc qui est pas mal aussi, ce sont les arguments par défaut. Alors, on va enlever des trucs pour que ce soit plus lisible. Les arguments par défaut, c'est génial. Vous dites, ok, speed max, par défaut, je veux qu'elle soit égale à 100. Alors, on va enlever la copie qui est là. Donc là, je crée une nouvelle voiture, je mets Balek et 56. Donc là, pas de différence. Il nous affiche bien Balek 56. Mais si jamais je dis ok, ben j'ai pas envie de définir la speed max, et bien là on met juste Balek. Ça fonctionnera. Pourquoi? Et on aura bien le 100 qu'on aura mis ici. Pourquoi? Parce qu'on dit, d'accord, si speed max n'a pas de valeur lorsque la fonction est appelée, eh bien tu prends la valeur par défaut qui est 100. D'accord? Voilà, pourquoi pas. Et marque, on peut dire Balek, comme ceci. Voilà, et il pourra faire office. Et on n'est pas obligé de rementionner ça dans la définition. Vous ne devez pas le faire. Et si on enlève le Balek, eh bien ça fait office de constructeur par défaut. Ici, vous avez 3 constructeurs différents. Vous pouvez ne rien mettre. Enfin, ici, vous pouvez ne rien mettre. D'accord, ça marchera. Vous pouvez mettre une marque. Ça marchera. Et vous pouvez mettre en plus une valeur. Ça fonctionnera. Et voilà. C'est magique. Mais vous ne pourrez pas juste mettre ceci. Il faut aller dans l'ordre des paramètres. Voilà. Vous voyez, là, ça ne fonctionne pas. Je ne pense pas qu'on puisse faire ceci. Ça ne fonctionnera pas non plus. On ne pouvait pas prendre le nom, par exemple, directement et lui mettre égal. Ceci, ça marche en Python, par exemple, et ça, c'est génial. Il devrait y avoir ça dans tous les langages. Ok, donc là, c'est la surcharge. La prise de paramètres par défaut. Alors, tout à l'heure, j'avais montré un truc. C'était ça. Le petit opérateur de points. Eh bien, il y a ce qu'on appelle la liste d'initialisation. Alors ça, c'est pas si mal. C'est-à-dire que lors de la construction d'un objet, comme ici, eh bien, avant d'exécuter le code qui est ici, d'accord, eh bien, on peut initialiser les attributs avant de créer le code. Comment? En disant
ok, je veux que la marque de mon objet, donc ceci, on fait référence à cette marque-là, ouvre des parenthèses, soit égale à la marque qui fait référence à ici. Donc ceci fait référence à ceci, et ceci, oups, entre parenthèses, fait référence à ceci. Ça dit, avant de faire le code ici, initialise la marque, qui est l'attribut, par l'argument qui est rentré dans le constructeur. Et ici on a plusieurs éléments, on met une virgule pour les séparer, on fait pareil avec speedmax, et voilà, ça fonctionnera. Et c'est comme ça en général qu'on va créer nos constructeurs. Et là-dedans, bah, c'est du code supplémentaire, bon, ça c'est vous qui créerez les codes. Je vous montrerai après un exemple hein, de classe. Voilà. C'est notamment utile lorsqu'on fera de l'héritage aussi. On fera hériter notre objet à partir de là. Ok. Donc voilà, comment on crée un bon petit constructeur. Alors, j'ai encore des choses à dire, pas mal de choses. Alors, les arguments par défaut, on a vu, comme ici. Le constructeur par défaut de copie, on a vu. Donc ce n'est de copie, le constructeur de copie, ce n'est qu'un clonage, hein, soit. Le destructeur, on va le voir juste après. Et on va voir ce que c'est une méthode statique. Enfin, d'abord un attribut statique. Alors, ceux-ci sont des attributs qui se réfèrent à l'objet que vous créez. Donc, l'objet V a un attribut marque qui lui est affilié. Si je crée un autre objet voiture, il aura un nouvel attribut marque, ce ne sera pas le même, ils auront des adresses différentes, comme avec une structure, d'accord? Eh bien, il y a ce qu'on appelle aussi les attributs statiques, ou les attributs de classe. On le définit comme ceci, avec le bon vieux mot-clé statique. On va créer une variable, un compteur de voitures créées. Donc un compteur on va le mettre en unsigned, tiens. Il existe toujours, hein, ce type-là. Et on va l'appeler CPTR, pour compteur. D'accord? Alors, on ne peut pas, je crois, déclarer hein, comme ceci. Non, on ne peut pas. Et même ici, je ne pense pas qu'on puisse... Ah, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Parce que je ne sais pas pourquoi, il y a eu plein... Le C++11 était riche en... Voilà, le C++11 était riche en fonctionnalités. Avant, on pouvait définir directement un attribut par défaut, avant même d'appeler le constructeur. Enfin, une valeur par défaut. Là, on ne peut plus. C'est que du C++11. On ne sait pas pourquoi. Il y a plein de choses qui ont été enlevées. On le verra peut-être pour un épisode spécial version 11. Du coup, on a un attribut statique. Hop. Un attribut statique. Et cet attribut statique, lui, il ne va pas y en avoir un nouveau à chaque objet que vous allez créer, mais il va être commun à tous les objets, à toute la classe en fait. C'est un attribut de classe. C'est-à-dire que ce compteur-là, si vous l'utilisez avec V, ou si vous l'utilisez avec une autre variable que vous aurez instanciée, donc une autre variable de type voiture, ce sera exactement la même, contrairement à ces attributs-là qui seront uniques pour chaque voiture créée. D'accord? Alors on appelle aussi le fait de créer un objet une instantiation. On crée une instance d'une classe. On prend notre plan, qui est notre classe, et on construit l'objet par rapport à ce plan-là. Okay? Donc cette variable statique, unsigned CPTR, eh bien elle va être commune à tous les objets de type voiture. Okay? Voilà. C'est très pratique. D'avoir une variable statique, il faut toujours initialiser. Sinon, on s'y perd. Sinon, enfin, ça peut provoquer des petites erreurs de valeur. Et pour initialiser une variable statique, on ne le fait pas ici, ni dans un constructeur, sûrement pas. On le fait en dehors de la classe. On dit que ma valeur CPTR, qui est affiliée à voiture, ceci, est égale à 0. Au début, il y a 0. Je vais mettre le type, il me semble que c'est bien comme ça. Je ne sais pas s'il faut rajouter le statique. Non, pas obligé de rajouter le statique. Voilà. Donc on initialise notre variable statique CPTR à 0. D'accord? Ça se passe au début du programme, avant la fonction main. Ça se passe qu'une seule fois. Okay? Et ce que je veux, bah, c'est compter mes voitures. Eh bien, je vais compter mes voitures. À chaque construction, donc dans mon constructeur, je vais dire que mon compteur va augmenter de 1. Ça fonctionne, ça compile. Alors, je ne mets pas de 10 ici, d'accord? Il va directement s'affilier
au compteur là-bas. Mais si j'avais, je ne sais pas, à un moment donné, vous voulez utiliser un compteur qui s'appelle CPTR dans votre fonction, là, il va faire référence à celui-ci. Du coup, ce qu'on fait, c'est, pour accéder à un attribut de classe, un attribut statique, on utilise le nom de la classe. Avec l'opérateur de portée, on dit, ok, dans la classe voiture, je veux accéder à cette variable-là. Et ça fonctionnera. Alors, je vous conseille de faire comme ceci, c'est vous ferez moins d'erreurs. Voilà, voilà. Donc là, on compte. Si je veux afficher mes voitures, le nombre de voitures, pourquoi pas faire un petit std_cout. On accède toujours avec ma variable statique par le nom de la classe, d'accord? C'est beaucoup à digérer à l'orienté objet, mais ça c'est vraiment les bases, la base des bases, on va vraiment se baser là-dessus. Et là, ça marche, regardez. On a créé une variable voiture, ici. Du coup, le compteur s'est incrémenté. On va en créer une deuxième. Voiture C, voilà. Alors ici, je ne le construis pas avec des arguments, il va directement prendre le constructeur par défaut. Hop. Et là, il y a eu 2 véhicules de créer. Vous voyez? Voilà. Ça c'est exceptionnel, c'est génial, c'est variable statique. Vous pouvez faire des compteurs. Et vous pouvez aussi avoir des méthodes statiques. C'est à l'image des variables statiques. Les méthodes statiques ne sont pas affiliées à un seul objet créé, à une seule instance, mais bien affiliées à toute la classe en entier. Donc on va créer une méthode statique. Et par exemple, on va dire, elle va afficher le nom d'instance qui a été créée, par exemple. Print nb, voilà. On va la définir ici. std_cout. Voilà, c'est le même code qu'en bas, sauf qu'ici on va utiliser une méthode. Voilà, cette méthode-ci va être commune à toutes. Donc vous ne pourrez pas utiliser des.mark. Là, ça ne fonctionnera pas. Ok, parce que cette fonction n'est pas affiliée à un objet, mais à la classe tout entière. Du coup, il ne connaît pas 10. Alors, je me demande... Super... Non, il n'existe pas. Dans certains langages, vous pouvez utiliser super, mais ça ne fonctionne pas. Ok, ok. Donc ici, au lieu d'utiliser ça, on va directement faire voiture, rouler. Non, pas rouler, qu'est-ce que je dis moi? Print nb. Et ça fonctionnera aussi. Alors, je pense que vous pouvez faire ceci, c.printb, ça marchera. Il va accéder quand même. Il y a peut-être un warning. Non, même pas. Ça marche aussi. Je ne sais pas si avec les 2 points fonctionne. Non, là ça fonctionne pas. Vous pouvez accéder aux méthodes statiques comme ceci. Mais ce ne sera pas affilié au C. C'est comme s'il récupérait le nom de la classe ici. D'accord? C'est pas, il ne sera jamais affilié au C. Donc, voilà, mais c'est toujours mieux de faire avec voiture. 2 points. Moi, avec le point, est-ce que ça marche? Ça ne marchera pas non plus. Il faut bien utiliser l'opérateur de portée. Donc voilà ce que c'est le statique. Bien. Il y a encore 2 petites choses à voir. Ce sont les attributs constants. Tout le monde sait ce que c'est, je suppose quelque chose de constant. Bon, la vitesse max, on veut qu'elle soit constante, donc on ne va pas pouvoir la modifier. D'accord? C'est commencé ça. Oups. Donc, ceci c'est commencé, on ne va pas pouvoir modifier le speed max, il est constant. On veut créer une fonction, une méthode qui va afficher la vitesse maximale. Print speed. D'accord? std_cout speed max, j'ai pas envie de mettre le 10 cette fois-ci. Ah oui, ça devient vite illisible comme c'est, parce qu'il y a du code défini là, puis ici, mais bon, je vais vous montrer après vraiment à quoi ressemble de vraies classes. Et là, je vais afficher print speed. Voilà. Et là, ça fonctionne bien, il m'affiche bien en 45. Eh bien, je peux dire, ok, print speed, est-ce qu'elle modifie quelque chose? Eh bien, print speed est une méthode qui ne modifie rien de ce qui est là-dedans, d'accord?
c'est une méthode qui ne modifie pas la classe. Elle va juste afficher des données. Et par exemple, dans les structures en langage C, on utilisait des getters. Par exemple, get get, ici on pourrait faire get speedmax pour obtenir la speedmax par rapport à une fonction, par rapport à un retour de fonction. Et bien ce genre de méthode ne modifie pas les attributs d'une classe. Du coup, on peut dire, d'accord, reconnais cette méthode-là comme une méthode constante. C'est-à-dire que cette méthode-là ne pourra pas modifier les éléments de la classe. Par exemple, si je fais speedmax moins, alors déjà, speedmax il va dire ouais c'est un constant flottant, ok, mais en plus il va dire ouais la fonction, la méthode ici, elle est constante. Du coup pourquoi est-ce que tu modifies quelque chose qui appartient aux attributs? Ça n'a aucun sens, tu vois. Enfin vous voyez, en plus d'avoir le const ici, voilà. Mais même la marque, vous ne pourrez pas la modifier ici. Là il voudra pas, voilà. Not VM overloaded. Pourquoi tu veux pas faire ça toi? Ah oui c'est constant, mais pourquoi il me dit ça? On va enlever le const ici, on va plutôt prendre l'exemple avec la... Allez, hop, speed max, même s'il n'était pas constant. Voilà. Même s'il n'était pas constant, ben, on ne pourrait pas le modifier, parce qu'on est dans une méthode constante. Et celle-ci ne peut pas modifier les attributs. Voilà. Ensuite, il se peut, bon, c'est très rare, hein, en général, si vous utilisez ce mot-clé-là, c'est dire que bah, vous n'avez pas très bien fait votre classe. Enfin, perso, moi je le vois comme ça, maintenant il y a peut-être des cas particuliers. Il y a ce qu'on appelle les attributs mutables. On les déclare comme ceci. Mutable veut dire, ok, bah cet attribut-là, même dans une méthode constante, ben il peut être modifié. Du coup, logiquement ici, ça fonctionne. Ouais, voilà, ça fonctionne. Il a bien été modifié, passé de 45 à 44. Ouais, c'est plein de petites subtilités, ça peut être très pratique. Personnellement, le mutable, je ne l'ai jamais utilisé, sauf bah, pour apprendre. Mais sinon, non, je ne l'ai jamais utilisé. Ça peut être pratique, mais je vois pas dans quel cas. Quitte à modifier les choses, autant ne pas mettre de const. Comme ça, on sait vraiment ce qu'on modifie. Ça peut être par exemple sur des variables, je sais pas, comme des compteurs ou des trucs comme ça, pourquoi pas. Enfin bon. Voilà en gros ce que c'est une méthode constante, un attribut mutable. Voilà. Donc voilà tout ce qui est pour la base de la programmation orientée objet en C++. Et tout ce que vous voyez ici, le concept en soi, le paradigme orienté objet, le fait de représenter les données comme on le représente ici, eh bien c'est commun à tous les langages orientés objet. Il va juste y avoir la syntaxe qui va changer. Il n'y a pas aussi la liste d'initialisation qui est très pratique aussi. On verra encore ce qu'on peut en faire bien plus tard. Dans la prochaine vidéo, on va voir la surcharge des méthodes. Donc, surcharge des méthodes, c'est comme on a vu avec la surcharge du constructeur. Ah, j'ai oublié un truc, moi. J'ai oublié un truc très très important. Ne quittez pas. C'est le destructeur, je voulais le voir, ça. Très important. On va enlever tout ça. Parce que le destructeur, moi j'aime bien. Le destructeur, c'est la vie. Ok, le destructeur... Toi, tu restes là. Yop. Le destructeur. Un destructeur, c'est quoi? Ben, à l'inverse d'un constructeur, il va détruire l'objet. Une méthode destructrice est une méthode qui va être automatiquement appelée à la fin, lorsque l'objet est détruit. C'est-à-dire ici, notre objet est créé de la fonction main, du coup l'objet va être détruit à la fin de la fonction main. D'accord? Ou alors, vu qu'ici nous avons une allocation dynamique, l'objet va être détruit lorsqu'on appellera le delete. Si notre objet est créé dans une fonction à part, alors je rappelle de la fonction aussi, nous pouvons mettre des attributs, des arguments automatiques. Si l'objet est créé dans une fonction, eh bien il va être détruit à la fin de la fonction, d'accord? Et à chaque destruction d'objet, un destructeur va être appelé automatiquement. C'est pas vous qui l'appellerez, c'est le programme. Et pour définir un destructeur, on fait comme ceci. Vous prenez le tilde et vous mettez le nom de votre
de votre type, de votre classe. Ensuite, vous le définissez, ou vous le définissez ici, c'est comme vous voulez. Et ici, vous mettez du code que vous voulez qui se passe lors de la destruction de l'objet. Moi, je vais juste mettre pour le moment objet détruit. Voilà. Et pourquoi pas, si on avait gardé notre attribut statique, on aurait fait cptr moins pour dire, ben voilà, c'est un objet en moins. Hop, donc par exemple, je compile. cptr, il est toujours lui. Hop, on va l'enlever. Je compile, voilà. Et du coup, ici, l'objet va être créé, et ensuite détruit. Je vais afficher quelque chose pour vous montrer que le message va s'afficher avant le cout. Test. Hop. Voilà. Objet détruit, test. Il est détruit pourquoi? Parce qu'on l'efface ici. C'est une allocation dynamique. Du coup, on le crée, et on l'efface, et ensuite on affiche quelque chose. Et lorsqu'on l'a effacé, le programme a fait appel à cette méthode-là. Et en plus, ce qui est très bien avec ceci, c'est que, imaginez, vous avez un pointeur sur entier, vous voulez créer un vecteur, pas de problème. Vous faites des de vec égale à nouveau vecteur de 66 entiers. Alors, ouais, ça fonctionne. Donc là, vous créez à la construction, vous mettez dans votre attribut vecteur 66 cases, vous allouez dynamiquement. Du coup, qui dit allocation dynamique dit bah, il faut l'effacer. Le delete ici, il va juste effacer l'instance voiture, mais il va pas les chercher dans vos attributs. Truc à effacer. Voilà l'intérêt du destructeur. Vous venez ici et vous faites à la destruction de l'objet, eh bien n'oublie pas d'effacer, on fait delete avec les crochets étant donné que c'est un tableau qu'on veut effacer, efface aussi mon vecteur, vu qu'il était alloué dynamiquement. Et là ça marchera. Bon là il n'y a pas de visuel, mais bon ça vous êtes censé quand même connaître la location dynamique, parce qu'il ne va pas le faire de lui-même le programme. Il va l'effacer ici, puis c'est tout. Si on avait, ça marche aussi le destructeur comme cela, sans allocation dynamique, hein, sauf que là, le V va être détruit à la fin du main, étant donné qu'il a été créé dans le main. Et là, bah, du coup, le test passe avant, ensuite l'objet est détruit une fois que la fonction est terminée. Ok, donc voilà à quoi sert un destructeur, c'est vachement pratique, je trouve. Et la programmation orientée objet, bah, ça permet de bien visualiser ce que vous faites, de créer des objets et les méthodes auxquelles ils sont affiliés. Par exemple, l'objet string, vous pouvez accéder à sa taille en faisant string.size, des trucs du genre. Voilà, il y a plein de choses. Et donc voilà, je crois que j'en ai fini avec ceci. La prochaine fois, on verra la surcharge des méthodes, des fonctions et des opérateurs. D'accord, c'est très très important aussi. Et ensuite, on verra le gros morceau qui est l'héritage. Ok, merci d'avoir vu cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Tchuss.